Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'est pas une simple poignée de main, c'est un message fort. La rencontre au sommet ce mardi 8 avril entre Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, et son homologue américain Marco Rubio propulse l'axe Rabat-Washington au cœur de l'échiquier mondial. Il faut s'arrêter sur le timing de cette visite et relever que M. Bourita est l'un des tout premiers officiels étrangers et le premier du Maghreb à fouler le sol américain depuis l'investiture de la nouvelle administration. Un signe qui ne trompe pas sur le caractère éminemment stratégique du partenariat historique qui lie Rabat à Washington. Et pour cause, grâce au triptyque vision, constance et leadership, le Maroc, guidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, est aujourd'hui un repère de stabilité incontournable et de dialogue dans un environnement régional instable. Le Maroc s'oriente de facto vers l'Afrique et l'Atlantique, misant sur l'intégration régionale. Et sur fond de tensions mondiales et d'alliances mouvantes, la diplomatie marocaine prône le pragmatisme axé sur les résultats tangibles, loin de toute surenchère politicienne stérile. Lutte antiterroriste, manœuvres militaires géantes et un business florissant où le volume du commerce a été multiplié par 6 en 20 ans, il y a surtout une constante aussi à ne pas oublier, l'appui indéfectible du Maroc à la Palestine. Il y a aussi l'autre cause primordiale pour le Royaume, à la veille du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Sahara au Conseil de sécurité, la visite de Nasser Bourita martèle une réalité incontestable. La reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara acquise sous le premier mandat de Trump est non seulement maintenue, mais consolidée. J'accueille pour l'émission ce soir le président de la commission fiscalité et douane à la CGM, également président du Conseil d'affaires Maroc-États-Unis, Hakim Lakchi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, Leda Khadija. Il s'agit de géopolitique, mais aussi de politique. Nous avons avec nous le politologue Mostafa Sahimi, également sur le plateau. Bonsoir, Mostafa Sahimi. Alors, Mostafa Sahimi, après un premier contact téléphonique prometteur, c'était en janvier dernier, entre Nasser Bourita et Marco Rubio. Voilà la première visite du chef de la diplomatie marocaine à Washington. D'abord, l'analyse de l'ordre du jour de cette visite et aussi un mot pour contextualiser, sur les relations Maroc-USA en 2025. Vous l'avez dit, il y a eu quelques jours après l'installation de la nouvelle administration républicaine à Maison-Blanche, au lendemain donc du 20 janvier, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un premier contact téléphonique entre le nouveau secrétaire d'État, donc américain, Rubio, et notre ministre des Affaires étrangères. C'est intéressant. Maintenant, l'agenda se prolonge avec aujourd'hui même donc le rendez-vous entre les deux responsables des diplomaties des deux pays. C'est intéressant parce que le ministre marocain des Affaires étrangères est le premier ministre des Affaires étrangères d'Afrique et du monde arabe reçu par le nouveau secrétaire d'État américain. J'ai pointé comme vous, il faut quand même le relever. Et ça, c'est des actes. La diplomatie, c'est des symboles, mais aussi des actes. Alors, ce qui est à l'ordre du jour, c'est... Comment devrait-on interpréter ces actes dans le monde de la diplomatie? Peut-être qu'on comprend, mais pour le commun des mortels, Mostafa Sahimi. Vous savez, c'est comme dans l'amitié et dans l'amour, il faut des preuves. En l'espèce, c'est un acte, c'est une preuve. C'est une preuve, donc d'un agenda du secrétaire d'État américain qui est extrêmement chargé, compte tenu de ce qui se passe, évidemment, dans l'environnement international. Donc c'est extrêmement important, c'est un geste, c'est un acte important. Le contexte, c'est évidemment à l'ordre du jour. On peut penser que ça sera l'évaluation des relations bilatérales à la faveur de l'augmentation des droits de douane appliqués à un certain nombre de pays. Pour ce qui est du Maroc, on va y revenir, c'est 10%, on va y revenir. Et notre invité le dira mieux que moi. C'est important aussi, c'est à une semaine d'un autre rendez-vous onusien au Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité se réunit le mardi 14 avril courant à huis clos pour faire le point 6 mois après la résolution du 31 octobre 2024, la 2653, donc sur l'état d'avancement du dossier de la cause nationale. Ça ne manque pas d'intérêt pour deux raisons.
La première, c'est que, il faut le dire au moins une fois, le Conseil de sécurité ce mois d'avril, présidence tournante, est présidé par qui? Par la France, à relever. Deuxième point, c'est une réunion semestrielle intéressante et qui présente un relief particulier. Pourquoi? Parce que le secrétaire général de l'ONU va faire un rapport, M. Guterres, et puis il va y avoir l'audition de deux autres responsables, l'envoyé personnel Staffan de Mistura et Ivan Kerr, qui est le Russe en charge de la mission militaire. Pour la mission militaire, il y aura un rapport conventionnel, si je puis dire, puisque le Maroc sécurise ses frontières et sécurise également au-delà du mur, j'y reviens pas, avec une vigilance particulière, l'utilisation de drones, etc. C'est connu, c'est efficace. Ce qui est intéressant, c'est là où on l'attend, c'est ce que va dire M. Staffan de Mistura, qui s'était engagé en octobre dernier à dire ceci: je m'accorde un délai de 6 mois jusqu'à avril 2025 pour juger de l'utilité de la poursuite de ma mission. S'il a de la cohérence, il doit normalement, lors de cette réunion du Conseil de sécurité, dire « je suis dans l'incapacité de poursuivre ma mission et je présente ma démission ». Pourquoi? Du fait de sa partialité. Il est allé en Afrique du Sud, vous vous rendez compte, en août 2023, pour voir le point de vue de l'Afrique du Sud, comme si l'Afrique du Sud était partie prenante. Bien. Ensuite, il a présenté en octobre dernier quoi? Un plan de partition qui avait été rejeté depuis plus de décennies et qui n'a été que le recyclage de la proposition de l'ancien président algérien Bouteflika en novembre 2001 à Houston, proposition faite à James Baker à l'époque. Voilà un peu l'ordre du jour. Alors avant la réunion au Conseil de sécurité la semaine prochaine, on parle aujourd'hui de la réunion qui a eu lieu à Washington entre Nasser Bourita et Marco Rubio sur les enjeux aussi de cette réunion, enjeux économiques. Je m'adresse à présent au président du Conseil d'affaires Maroc-États-Unis. Les échanges entre les États-Unis et le Maroc n'ont pas atteint leur plein potentiel malgré la signature de l'accord de libre-échange en 2004. Mais voilà, le Maroc se positionne sur des secteurs très stratégiques, notamment pour les États-Unis. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Hakim Rakchi? D'autant plus que l'agenda aussi de cette rencontre porte sur le volet économique. Alors, bon, il importe de remarquer que les échanges entre le Maroc et les États-Unis se sont largement développés ces dernières années à la faveur de la diversification qu'a connue l'économie marocaine, en particulier le développement de nouvelles industries au niveau de l'aéronautique. Au niveau de l'automobile, nos exportations vers les États-Unis ne sont pas encore très importantes, mais comme vous l'avez dit, nous sommes en train de développer un écosystème pour les batteries haute tension, qui sont un enjeu définitivement stratégique et qui peut bouleverser en fait l'équilibre des échanges entre le Maroc et les États-Unis. Aujourd'hui, les échanges sont de l'ordre de 7 ou 8 milliards de dollars par an, ce qui représente grosso modo 7% à peu près des échanges extérieurs du Maroc, en nette croissance, comme je l'ai déjà dit. Mais si nous commençons à exporter des batteries haute tension vers les États-Unis, l'équilibre sera plutôt en faveur du Maroc, sachant qu'aujourd'hui, la balance commerciale est pratiquement aux 3/4 en faveur des États-Unis et 1/4 pour le Maroc. Donc les échanges sont structurellement pour l'instant en faveur des États-Unis. Malgré cela, l'administration Trump a fait quelques reproches au niveau de l'émergence de certaines barrières qu'ils ont considérées des barrières non tarifaires. Et suite à cela, ils nous ont taxé de 10% de droits de douane, qui est le niveau le plus bas qui a été proposé par l'administration Trump pour l'instant. Mais cela est sujet à négociation. Certainement. Et donc, il y a matière à ce moment-là pour notre ministre à rééquilibrer les choses pour permettre le développement harmonieux de nos exportations sur les États-Unis. Alors, à présent, je m'adresse au président du Conseil d'affaires Maroc-US. Comment la communauté des affaires marocaines a-t-elle accueilli la décision de Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers imposés aux exportations marocaines vers les États-Unis? Alors, pour l'instant, nous sommes un peu dans l'expectative parce que le président Trump a en même temps dit que c'était ouvert à négociation. C'est pour cela que j'ai précédé en quelque sorte votre question à ce sujet, oui. Puisque c'est une façon en fait pour le président Trump de négocier.
Ce que nous reprochent aujourd'hui les États-Unis, dans le cadre de l'accord de libre-échange, c'est d'avoir instauré des barrières au niveau des modalités de paiement, au niveau des règles phytosanitaires et également pour ce qui est le déploiement des polices d'assurance américaines au Maroc. Donc il n'y a pas la matière vraiment à se fâcher. En même temps, nous avons l'ambition d'exporter davantage, notamment, comme vous l'avez sous-entendu et comme je l'avais répété moi-même, donc au niveau des batteries. Là, le volume d'exportation sera nettement plus élevé. Et il s'agit pour nous de bien comprendre quelle est la philosophie nouvelle qu'implémentent les États-Unis dans le cadre des relations bilatérales entre le Maroc et donc l'Amérique du Nord et les États-Unis en particulier, et donc davantage d'intégration industrielle, davantage de partenariat, davantage peut-être de joint venture. Ça permettrait de dépasser les malentendus comme celui qu'on a vu malgré tout pour les 10%. En tout cas, ce qui a été annoncé sur X par notre ambassadeur à Washington, Youssef Amrani, c'est qu'une mission commerciale d'envergure en provenance des États-Unis se rendra au Maroc en mai 2025. Donc ça dénote en tout cas de la bonne santé des relations commerciales entre le Maroc et les États-Unis, n'en déplaise à ceux qui critiquent cette hausse des tarifs douaniers. Justement, une question sur la nomination en octobre 2023 de cet ambassadeur, de ce diplomate, Youssef Amrani, en poste à Washington, nomination par Sa Majesté le Roi, bien sûr. C'était en octobre 2023. Un petit commentaire rapidement, Moustapha Salem. Écoutez, c'est un profil diplomatique avec une expérience éprouvée. En plus, une maîtrise des problèmes internationaux. Il a été ambassadeur auprès de l'Union européenne, il a eu d'autres activités, etc. L'Amérique latine aussi. Donc, c'était le meilleur profil pour aller aux États-Unis. Et puis, il a une capacité d'initiative et de communication. C'est un ambassadeur, vous le connaissez comme moi, qui communique, qui sait faire. Et donc, je crois qu'il aura à cœur d'œuvrer pour améliorer les relations bilatérales qui sont déjà à un certain niveau, qui étaient excellents. Sur le déficit commercial, il est structurel, il faut le dire. Pour 2024, on a importé 5,3 milliards de dollars. On a vendu que 1,7, 1,8 milliard de dollars. Donc, c'est à peu près 70-75%. Le déficit commercial est à peu près de 25%. La couverture, 65%. Donc, il y a problème. Alors, il y a un potentiel, ça a été évoqué par notre ami ici présent, potentiel qui va restructurer les exportations marocaines sur des produits innovants, technologiques, en l'occurrence les batteries. Autre point soulevé, les 10%. Le Maroc n'est pas le seul à avoir eu les 10%. Il y a un palier de pays préférentiels qui ont eu 10%. En l'occurrence, le Maroc, bien sûr, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Jordanie. C'est extrêmement important. Comment on peut analyser justement cela dans un contexte où, si on regardait par des lunettes géopolitiques? Là, vous savez, le président Trump a une méthodologie particulière. Il fonctionne comme un homme d'affaires, donc la recherche de deals avantageux, c'est connu, mais en même temps, il inscrit ça dans une perspective géopolitique, laquelle sont pénalisés, en l'occurrence, les pays qui ont un grave déficit commercial, donc pour ce qui est des États-Unis, et qui posent un certain nombre de problèmes. Les pays qui bénéficient du tarif préférentiel de 10%, c'est intéressant. C'est une carte géopolitique. C'est ça. Maroc, Égypte, Arabie saoudite, Émirats, Jordanie, c'est extrêmement important. Il ne pouvait pas y avoir 0% de droits de douane pour des raisons de cohérence politique et idéologique. Donc, ils sont dans ce palier le plus préférentiel. Là où je suis interrogatif sur le fait de savoir si ce taux de 10% sera revu. S'il est revu à la baisse, ça me paraît difficile, c'est possible, etc., parce que ça impliquerait d'autres pays, les pays que j'ai cités. Donc je crois qu'on s'accommodera à ce taux de 10%. Autre point soulevé, je m'adresse à notre président de la commission spécialisée de l'AGM, c'est une opportunité pour le Maroc.
parce que justement, j'allais l'interpeller sur les opportunités futures. Vous me facilitez la transition. Voilà, opportunités dans quel sens? C'est-à-dire le fait qu'il y ait qu'un tarif douanier de 10% va permettre aux exportations marocaines de bénéficier d'un avantage compétitif relatif par rapport à d'autres pays concurrents qui sont, eux, astreints à un taux de douane plus élevé. D'autant plus qu'effectivement, après la Covid-19, il y a une restructuration des chaînes de valeur mondiales et on a remarqué qu'il y a quand même une certaine dépendance envers certains géants chinois et que eh bien, les regards des investisseurs se tournent plutôt vers notre région. Un commentaire là-dessus, Hakim Mrakchi aussi, comment partenariat économique, comment peut-il se développer dans le cadre de l'agenda économique international du Maroc, de manière beaucoup plus globale? Alors, il faut bien voir que les droits de douane de 10%, c'est des droits ad valorem. C'est-à-dire que ce n'est pas le montant exact qui est payé par tout le monde. Oui. Nous payons moins que la quasi-totalité des autres. Si c'était 10%, oui. Parce qu'on ne sait pas encore. En particulier, les pays qu'on a cités tout à l'heure, notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, sont déjà soumis à des droits de douane. On rajoute à ces droits de douane 10%. Tandis que le Maroc, dans le cadre de son accord de libre-échange, n'est taxé qu'à ces 10%-là. Par contre, un pays comme la Jordanie a été taxé à 20%. Tout simplement parce qu'il y a un excédent commercial de la Jordanie vis-à-vis des États-Unis, et donc ils ont été taxés au prorata de cet excédent. Donc il faut bien faire attention à ne pas se retrouver, si cette logique était maintenue, dans une situation d'excédent. On a dit tout à l'heure que nous étions potentiellement capables d'exporter plusieurs dizaines de milliards de dollars de batteries haute tension sur les États-Unis. Si c'était le cas, l'équilibre commercial serait revu. Quel que soit le fabricant. Alors, disons que pour pouvoir satisfaire nos partenaires américains, nous aurions plutôt intérêt à avoir d'abord une diversification de nos approvisionnements, c'est-à-dire s'approvisionner plutôt avec une valeur ajoutée marocaine. Alors on a de l'énergie renouvelable au Maroc à en revendre, d'ailleurs on le propose aujourd'hui à l'Europe, et donc c'est une manière d'améliorer la valeur ajoutée des batteries qui seront fabriquées ici. Nous avons du phosphate bien évidemment, nous avons des terres rares, d'ailleurs parfois issues du phosphate, il reste le lithium, qu'on doit aller chercher dans des pays amis des États-Unis, de façon à ce que les États-Unis y trouvent un avantage dans la diversification de leur approvisionnement. Si nous ne faisons que du montage de produits qui sont élaborés ailleurs, ce n'est pas une véritable diversification. C'est donc dans ce sens-là qu'on doit aller vers une intégration industrielle avec les États-Unis, en plus d'un partenariat, éventuellement parfois des JV, c'est-à-dire avec, disons, des participations américaines dans le capital de ces entreprises, de façon à rassurer nos partenaires. Et je pense qu'il faut voir plutôt dans le long terme. Ce que vous aviez dit tout à l'heure, par rapport disons, à la redéfinition des échanges mondiaux, c'est-à-dire Donald Trump a sonné la fin des accords de l'OMC. Et donc, ce qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre singapourien, en disant bon, un pays comme Singapour peut être lourdement taxé. Je rappelle d'ailleurs que Taïwan a annoncé qu'ils ne paieront rien. Ils étaient taxés au départ à 30%, ils ont déjà négocié avec les États-Unis, et le président de Taïwan a dit qu'il tombe à zéro. Donc on doit chercher les 0%, il faut essayer de l'avoir pour pouvoir avoir réellement un avantage compétitif par rapport à nos concurrents ou nos amis qui sont dans le pourtour méditerranéen. C'est-à-dire rien n'est figé, tout est négocié, comme vous l'avez dit, Donald Trump. Alors, Donald Trump est un homme d'affaires avant d'avoir été président. Alors, en parlant d'initiatives et d'initiatives de développement, vous avez parlé des batteries, de la matière première de ces batteries. Comment l'initiative atlantique du Maroc, de l'Afrique atlantique du Maroc, peut-elle jouer en faveur d'une co-industrialisation africaine de matériaux ou de produits qui sont demandés à l'autre côté de l'Atlantique, Mostafa Sahimi, et surtout de manière très concrète, comment cette initiative peut-elle réussir dans le cadre de cette nouvelle dynamique géopolitique? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les États-Unis sont intéressés, oui, avec des moments forts et des moments moins forts, par la géopolitique de l'Atlantique. C'est un pays atlantique. Oui. Il faut le rappeler, on l'oublie, comme l'Amérique latine, etc. Et il y a là donc des possibilités de promotion d'un espace géopolitique atlantique avec de grandes opportunités économiques intéressantes. Donc pour ce qui est de l'initiative royale, ça intéresse 22 pays de la façade atlantique, du nord au sud.
Pour ce qui est du projet de connexion, notamment le gazoduc, c'est 13 pays, c'est extrêmement important. Et il y a là des possibilités pour les Américains, soit de financer des concours financiers, ils ont des réflexes d'investisseurs, ils peuvent trouver des opportunités là-dessus, mais aussi, au-delà du financement, des politiques d'influence. Parce que financer un investissement, c'est avoir indirectement de l'influence et de la politique. Et donc voilà le Maroc qui, au regard des États-Unis, présente une valeur ajoutée. Ça n'est plus la politique traditionnelle d'avant. Le Maroc, il a maintenant dans sa corbeille des projets d'avenir, notamment l'aménagement, la promotion d'un espace géoatlantique que j'ai évoqué, mais également le gazoduc, et puis aussi les opportunités, je finis avec ça, les opportunités offertes par le statut de hub du Maroc en direction du continent africain. Les États-Unis sont désavantagés pour ce qui est de leur politique commerciale, économique en direction de l'Afrique. Il y a eu le plan Biden, évidemment, il y a eu tout ça, mais ils sont désavantagés par rapport à de grands concurrents que sont la Chine, la Russie et la Turquie. Et le Maroc, sur ce plan-là, offre des opportunités aux partenaires américains, partenaires privilégiés, donc d'imaginer des formules d'intéressement, de partenariat. Partenariat militaire et de lutte antiterroriste, justement. Ce sont des secteurs que vous évoquez où ça fonctionne de manière optimale. Partenariat militaire, je rappelle, on l'oublie, qu'il y a eu un accord en 2020 pour la décennie 2020-2030, un accord de partenariat militaire. C'est extrêmement important. C'est-à-dire Est-ce que le partenariat militaire se limite à l'achat d'armes? Au-delà de ça, il y a d'abord l'opérationnalisation de ce partenariat militaire. Vous pensez évidemment à l'exercice annuel depuis 2020 d'African Lion, oui, qui est l'exercice militaire le plus important des États-Unis dans le continent africain, avec le Maroc comme État pivot. C'est extrêmement important, ce n'est pas ailleurs, c'est bien. Donc c'est extrêmement important, ça offre des avantages pour la quinzaine ou vingtaine de pays qui sont associés pour le Maroc. C'est un avantage technologique, c'est un avantage de performance sur l'interopérabilité, la coordination, la gestion de crise, etc. Autre point aussi, les achats d'armes. Le Maroc principalement est un acheteur d'armes aux États-Unis, et quelles armes? C'est pas la quincaillerie des anciennes générations. Et oui, il faut le dire, c'est les armements les plus efficaces. Lesquels? Je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Il y a l'acquisition des Apache, déjà des hélicoptères qui sont arrivés. Les Apache, les hélicoptères Apache qui ont été commandés en 2020, dont 16 ont été livrés il y a un mois. Il y a les F-16, il y a les drones guidés. Il y a la formation aux États-Unis, etc. C'est extrêmement important. Ça, c'est un volet. Deuxième volet, c'est la coopération antiterroriste. Le Maroc est en première ligne, vous le savez, dans la lutte antiterroriste. Coordination avec les États-Unis, avec d'autres pays. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, à Marrakech, il y avait eu la réunion de la coalition mondiale contre Daesh, co-présidée par le Maroc avec pas moins de 80 pays. Et puis, il y a la lutte contre la grande criminalité, contre le narcotrafic, etc. Donc sur ce plan-là, ça fonctionne parfaitement. Dernière question pour Hakim Rakchi. Vous êtes donc président de ce Conseil d'affaires Maroc-États-Unis. Des deux côtés de l'Atlantique, comment les opérateurs économiques voient ce partenariat historique entre le Maroc et les États-Unis à l'avenir? Alors, il est intéressant de noter qu'en plus des échanges commerciaux, il y a 150 entreprises américaines qui sont installées au Maroc. Oui. Et on commence à avoir aujourd'hui aussi des entreprises marocaines qui s'installent aux États-Unis. Et donc, tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais une jeune dame qui était entrepreneur marocaine qui s'est installée aux États-Unis, qui s'approvisionnait d'ailleurs en Chine et qui, du fait de la hausse des taxes, nous a contactés pour pouvoir, entamer un courant d'affaires. Et donc, nous avons besoin, pour renforcer ce courant d'affaires, d'améliorer les liens logistiques entre les deux pays. C'est-à-dire que le Maroc a un avantage comparatif en termes de droits de douane. J'espère qu'il sera maintenu, voire même amélioré. Par contre, au niveau de la logistique, nous sommes plutôt déficients.
nous nous adressons essentiellement à la côte est des États-Unis, sachant qu'aujourd'hui, l'équilibre est plutôt déplacé légèrement vers l'ouest et la Californie est un centre important de business, aussi bien pour les nouvelles technologies que pour l'agroalimentaire. Donc, nous avons encore matière à nous développer davantage. Comment nous avons également, comment Hakim Rakchi? alors, comme je l'ai dit, d'abord en renforçant, en améliorant les liens logistiques. Les liens logistiques, est-ce Oui. que c'est les lignes maritimes qui doivent être renforcées? Comment rapprocher les deux côtes de l'Atlantique? Alors, les lignes maritimes, bien évidemment. Atlantique et pour le coup Pacifique. Nous avons alors un développement au niveau de rames cargo qui est intéressant, qui permet aujourd'hui de balancer ou de contrebalancer l'avantage qu'avait Turkish Airlines jusqu'à maintenant sur les États-Unis. Aujourd'hui, Ram Cargo est en train de se développer. Nous avons besoin d'aller plus loin. Il y a des tas de produits que nous n'exportons pas aux États-Unis, alors que c'est le premier marché d'importation. C'est pour ça que le président Trump a réagi. La force des États-Unis, c'est d'être un marché important de consommation. Et nous nous adressons relativement peu. D'ailleurs, nous n'exportons que 1,5 milliard de dollars, vous l'avez rapporté tout à l'heure, M. Seymi. C'est faible par rapport à notre potentiel total. Jusqu'à maintenant, par exemple, nous n'exportons pas de pièces détachées pour automobiles. Nous avons bien, des pièces pour l'aviation que nous exportons. On a dit qu'on allait développer davantage au niveau de l'écosystème des batteries. Il y a de l'agroalimentaire que nous envoyons, d'ailleurs d'Agadir jusqu'à la Port Elizabeth ou New York. Nous pouvons faire encore davantage de produits transformés. Il faut savoir que l'accord de libre-échange qui lie le Maroc avec les États-Unis est plus complet que celui qui nous lie, même avec l'Union européenne. Et donc, nous ne l'utilisons pas suffisamment. Voilà, mais en tout cas, il a de beaux jours devant lui. Un mot de la fin. Je ne peux pas vous l'enlever. Dans la doctrine américaine, et c'est la diplomatie, il y a la théorie des États pivots. C'est une diplomatie qui a besoin, dans son déploiement, de s'appuyer sur des États pivots. Le Maroc est un État pivot, au même titre que l'Égypte et l'Arabie saoudite, par exemple. L'État pivot, pourquoi? Ça tient à la réunion d'un certain nombre de facteurs. L'historicité des relations, 2 siècles et demi, on en a déjà parlé. La stabilité, la paix, et puis le fait qu'il y a toujours une solidarité pour ce qui est d'un certain nombre de valeurs partagées. Et ça, ce sont des choses que les Américains apprécient beaucoup dans le royaume. J'y ajoute évidemment le leadership personnel diplomatique du souverain qui bénéficie d'une grande cote de crédibilité internationale et particulièrement aux États-Unis, vous le savez. Et qui maintient cet équilibre diplomatique qui s'impose comme une voie de stabilité et d'influence. Tout à fait. Merci Mustafa Seymi. Merci à vous. Merci Hakim Rakchi. Merci encore. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.